I don't know, I still have a lot to do, you know. I never watched. Bienvenue sur Icônes et Silences. Si je vous dis la petite fiancée des Français, vous voyez immédiatement ce visage angélique, ce regard pétillant et ce sourire qui a fait chavirer le cœur de toute une nation. Depuis plus de 4 décennies, Sophie Marceau incarne l'idéal français, une beauté naturelle et indomptable que nous avons tous cru connaître. Nous l'avons vue grandir à l'écran, nous avons ri avec elle, nous avons pleuré avec elle pour le public. Elle est une icône intouchable, une statue de marbre que rien ne peut ébranler. Pourtant, derrière cette image de papier glacé, derrière les tapis rouges du Festival de Cannes et les succès au box-office, se cache une toute autre réalité, une réalité faite de cicatrices invisibles et d'un silence assourdissant qui a duré bien trop longtemps. Aujourd'hui, à 59 ans, Sophie Marceau ne joue plus la comédie, loin des projecteurs aveuglants. Elle a décidé de briser l'armure et de faire face à son passé avec une lucidité foudroyante. Elle a ouvert son carnet de souvenirs, non pas pour nous raconter des anecdotes charmantes de tournage, mais pour pointer du doigt ceux qui ont tenté de briser son âme. Il y a 3 noms, 3 ombres qui planent sur son destin. 3 figures puissantes du cinéma français qu'elle a décidé d'affronter sans filtre et sans peur, nommant ce que beaucoup ont préféré taire par lâcheté ou par habitude. Elle parle de comportements inacceptables déguisés en génie artistique, d'un système qui broie les enfants stars pour en faire des produits dociles et de mains baladeuses que l'industrie a trop longtemps protégées. Comment la star la plus aimée de France a-t-elle pu se sentir si seule et si abandonnée au sommet de sa gloire, qui a vraiment volé son innocence alors que le monde entier l'applaudissait? Ce n'est pas simplement l'histoire d'une actrice célèbre, c'est le récit d'une femme qui a dû se battre contre des géants pour protéger son intégrité. Mais avant de comprendre sa colère d'aujourd'hui et de découvrir l'identité de ces 3 fantômes qu'elle ne pardonnera jamais, il faut revenir au point de départ. Il faut comprendre comment une adolescente de 16 ans a été poussée à commettre l'impensable, s'endetter d'1 million de francs, une fortune colossale pour l'époque, simplement pour racheter sa propre liberté. C'est l'histoire d'une survivante qui a refusé d'être une victime. Préparez-vous, car après avoir entendu sa vérité, vous ne regarderez plus jamais la boum de la même façon. Pour comprendre la première blessure, il faut remonter le temps jusqu'au début des années 80. La France entière fredonne Reality, la chanson phare de La Boum, et Sophie Marceau n'est plus une simple collégienne, elle est devenue du jour au lendemain la propriété du public. Mais ce que les spectateurs ignorent alors que les flashs crépitent, c'est que la jeune étoile est en train d'étouffer dans une prison dorée. Le studio Gaumont, l'une des sociétés de production les plus puissantes d'Europe, tient son destin entre ses mains avec un contrat d'exclusivité en béton armé. Pour eux, Sophie n'est pas une artiste en devenir avec ses propres désirs. Elle est une marque, un produit rentabilisé qu'il faut exploiter jusqu'à la dernière goutte. On lui dicte ses films, on lui impose ses sourires, on trace sa route sans jamais lui demander son avis. Elle est la poupée de la France. Mais elle ne s'appartient plus. C'est alors que survient la révolte, brutale et inattendue. À 16 ans, un âge où l'on devrait penser à ses premiers amours et à l'école, Sophie prend une décision qui va sidérer l'industrie entière. Elle refuse de tourner le film que le studio lui impose pour suivre son instinct et travailler avec le réalisateur polonais Andrzej Żuławski sur L'amour braque. La réponse de la machine Gaumont est impitoyable. Il l'attaque en justice, persuadé que la petite Vic va rentrer dans le rang, effrayé par la puissance de ses maîtres, mais ils ont sous-estimé la rage de vivre de celle qu'ils pensaient posséder. Sophie ne plie pas. Imaginez la scène, une adolescente face à des avocats en costume gris, face à un système millénaire qui tente de l'écraser sous le poids de la loi. Le verdict tombe comme un couperet pour briser son contrat, pour avoir le droit de choisir sa vie et ses rôles. Elle doit payer un dédit astronomique de 1 million de francs, une somme inimaginable, une dette colossale qui s'abat sur ses frêles épaules avant même qu'elle ne soit majeure. Beaucoup auraient abandonné. Beaucoup se seraient excusés pour reprendre leur place de marionnette docile. Pas elle, Sophie Marceau choisit la liberté au prix de sa sécurité financière. Elle s'endette lourdement, acceptant de travailler jour et nuit pendant des années simplement pour rembourser le droit d'être elle-même.
C'est le premier nom sur sa liste invisible, ce système déshumanisant qui a tenté de faire d'elle une esclave de luxe. Elle n'a jamais pardonné à cette industrie d'avoir essayé de transformer son art en marchandise et d'avoir monnayé ses rêves d'adolescente. En signant ce chèque, elle a tué l'enfant star pour faire naître la femme libre. Mais cette liberté fraîchement acquise allait la conduire tout droit vers une autre forme d'enfer, car en échappant aux griffes des producteurs en cravate, elle allait se jeter dans la gueule de deux monstres sacrés du cinéma, sur un plateau de tournage qui allait devenir le théâtre de ses pires humiliations. Si le premier nom sur sa liste noire était une entité sans visage, les deux suivants ont des traits bien précis, des voix tonitruantes et une emprise terrifiante sur le cinéma français. Nous sommes en 1985 sur le plateau du film Police. Sophie n'a que 19 ans et elle se retrouve face à deux titans, le réalisateur Maurice Pialat et l'acteur Gérard Depardieu. Ce qui devait être la consécration d'une jeune actrice face à des légendes va se transformer en une épreuve psychologique d'une violence inouïe, laissant des cicatrices que 4 décennies n'ont pas réussi à effacer. Maurice Pialat, réputé pour son exigence maladive, ne cherche pas la performance, il cherche la vérité, quitte à la faire surgir par la brutalité. Pour lui, une actrice qui ne souffre pas, ne joue pas, il installe sur le plateau un climat de terreur, une tension permanente où Sophie devient la cible privilégiée. Mais le pire ne vient pas seulement des cris du réalisateur, il vient de son partenaire, Gérard Depardieu, l'ogre du cinéma, le monstre sacré que personne n'ose contredire, se comporte avec elle non pas comme un collègue, mais comme un prédateur jouant avec sa proie. Sophie a raconté avec une précision glaçante comment il s'amusait à l'humilier délibérément avant les scènes d'intimité. Il ingurgitait de l'ail ou des escargots pour lui imposer une haleine fétide, guettant le dégoût sur son visage comme une victoire personnelle. Plus grave encore sont les gestes, ces mains lourdes et insistantes qui se posent là où elles ne devraient pas, sous couvert de jeu d'acteur lors d'une scène d'interrogatoire désormais tristement célèbre. La fiction a complètement dérapé. Pialat exige de la violence, de la vraie. Il pousse Depardieu à frapper Sophie encore et encore. Ce ne sont plus des gestes de cinéma, ce sont de vrais gifles qui claquent, faisant enfler son visage et brisant ses nerfs. Sophie, isolée au milieu d'une équipe technique majoritairement masculine qui rit des blagues grossières de la star, se sent traquée. Elle pleure, non pas parce que le scénario le demande, mais parce qu'elle est à bout de force, brutalisée par deux hommes qui utilisent leur pouvoir pour l'écraser. Quand elle ose enfin se plaindre, quand elle dénonce cette vulgarité et cette cruauté gratuite, le couperet tombe une seconde fois. Au lieu de la soutenir, le milieu du cinéma se retourne contre elle. On la traite de petite peste, de gamine capricieuse qui ne respecte pas les génies. Elle est seule contre tous. C'est cette injustice flagrante, cette complicité silencieuse de tout un système face à ses bourreaux qu'elle ne pardonnera jamais. Elle avait raison 30 ans trop tôt. Et il a fallu attendre aujourd'hui pour que le monde entende enfin ce qu'elle criait dans le désert. Mais alors que son cœur était en miettes, un autre homme est entré dans sa vie, promettant de la sauver tout en l'enchaînant d'une manière différente. Pour échapper au loup qui rôdait sur les plateaux parisiens, Sophie a cherché refuge dans les bras d'un lion solitaire. C'est ici que l'histoire prend une tournure plus intime, plus troublante. Elle tombe éperdument amoureuse d'Andrzej Żuławski, un réalisateur polonais torturé, intellectuel et exigeant, de 26 ans, son aîné. Pour le monde extérieur, cette union est un scandale. On ne comprend pas ce que la petite fiancée des Français fait avec ce poète sombre qui pourrait être son père. Mais pour Sophie, c'est une bouffée d'oxygène, ou du moins, c'est ce qu'elle croit au début. Żuławski devient son Pygmalion, il la façonne, la cultive, lui fait lire les grands classiques et la pousse à jouer des rôles viscéraux. Loin des comédies légères qui l'ont rendu célèbre, il l'aime, certes, mais d'un amour qui dévore. Durant 17 longues années, il l'isole dans une bulle artistique hermétique, loin du show business, mais aussi loin de la réalité. Il lui apprend à être une immense actrice, mais à quel prix? Celui de sa jeunesse insouciante, celui de sa propre voix
Si elle ne classe pas Andrzej parmi ses ennemis, cette relation reste une blessure complexe, une période où elle a dû lutter pour ne pas disparaître totalement dans l'ombre de ce génie autoritaire. Il lui disait que le cinéma commercial était médiocre, que seule la souffrance créait de l'art. Elle a grandi sous ce regard critique, cherchant sans cesse son approbation, se battant pour exister par elle-même au sein de leur couple. C'était une cage certes plus belle et plus intellectuelle que celle de Gaumont, mais une cage tout de même. La tragédie de Sophie, c'est d'avoir passé la première moitié de sa vie à passer de main en main d'un producteur avide, un réalisateur tyrannique, puis un amant mentor. Chacun voulait posséder une part d'elle, chacun voulait définir qui était Sophie Marceau. Il lui aura fallu des années pour comprendre que la seule personne capable de la définir, c'était elle-même. Et le jour où elle a enfin brisé ses dernières chaînes, le jour où elle a quitté Żuławski pour reprendre son destin en main. Le monde a vu émerger une femme nouvelle, une femme prête à régler ses comptes. Le silence a duré des décennies, mais comme un volcan qui gronde sourdement, l'explosion était inévitable, et quand elle a eu lieu, elle a fait trembler le cinéma français tout entier. Le temps est un juge impitoyable, mais il finit toujours par rendre justice à ceux qui ont eu le courage de dire la vérité quand tout le monde mentait. Aujourd'hui, à 59 ans, Sophie Marceau ne crie pas. Elle n'a plus besoin de crier. Avec une sérénité désarmante, elle a brisé le sceau du silence pour revisiter ses noms maudits et poser des mots définitifs sur ses blessures. Ce n'est pas une vengeance, c'est une réhabilitation. Récemment, alors que le monde du cinéma est secoué par les révélations et que les idoles d'hier tombent de leur piédestal, la parole de Sophie résonne comme une prophétie. Elle avait prévenu il y a 30 ans, elle avait osé qualifier Gérard Depardieu de prédateur, elle avait osé dénoncer la brutalité de Piala. À l'époque, les médias et l'industrie l'avaient traité de petite conne, de gamine insupportable qui crachait dans la soupe. On a tenté de la faire passer pour folle pour protéger les rois du box-office. Mais aujourd'hui, alors que les masques tombent et que d'autres femmes osent enfin parler, la France réalise avec stupeur que Sophie Marceau n'était pas difficile. Elle était juste lucide. Elle était la seule à voir le monstre derrière le génie et la seule à avoir eu le cran de refuser de baisser les yeux. Dans des interviews récentes, ces mots tranchent comme des lames de rasoir. Elle ne pardonne pas à ce système qui a normalisé l'abus de pouvoir. Elle pointe du doigt cette hypocrisie collective, ces producteurs et ces techniciens qui voyaient tout, qui entendaient les insultes, qui voyaient les mains baladeuses et qui ne disaient rien, préférant rire avec le bourreau plutôt que de protéger la victime, en refusant de saluer Depardieu, en refusant de se soumettre aux caprices de Piala. En payant sa liberté à prix d'or face à Gaumont, Sophie Marceau a mené une guerre solitaire. C'est là toute la grandeur de son combat. Elle n'a pas attendu le mouvement #MeToo pour être une féministe. Elle l'a vécu dans sa chair avant même que le mot ne soit à la mode. Elle a sacrifié sa réputation de fille sympa pour garder son honneur. Aujourd'hui, elle regarde ces trois fantômes du passé, l'industrie exploiteuse, le réalisateur tortionnaire et l'acteur intouchable, et elle leur adresse un message clair: vous m'avez peut-être blessé, mais vous ne m'avez jamais brisé. Elle est debout, plus rayonnante et respectée que jamais, prouvant que l'intégrité est la seule chose qui ne vieillit pas. Mais au-delà de sa propre histoire, quelle leçon nous laisse-t-elle, à nous qui l'avons regardée grandir ? Au final, le parcours de Sophie Marceau dépasse largement le cadre du cinéma ou des colonnes de la presse à scandale. Il nous interroge profondément sur notre propre rapport aux idoles. Nous avons tant aimé la petite Vic de la Boom. Nous voulions qu'elle reste éternellement cette adolescente pure et souriante pour nous rassurer. Mais avons-nous vraiment écouté la femme qu'elle devenait ? Sommes-nous complices par notre silence ou notre adoration aveugle d'un système qui broie les individus pour fabriquer du rêve ? Sophie Marceau est la preuve vivante qu'on peut traverser les tempêtes sans perdre son âme. Elle incarne cette résistance farouche face à une machine qui voulait la dévorer toute crue, là où tant d'autres enfants stars ont fini brisés, oubliés ou détruits par les excès. Elle a su tracer une ligne rouge infranchissable, celle du respect de soi,
Elle a payé le prix fort pour cette indépendance, elle a connu la solitude des plateaux hostiles, les dettes écrasantes d'1 million de francs et le mépris des puissants. Mais regardez-la aujourd'hui, elle n'est pas amère, elle est libre. Son histoire est un avertissement pour l'avenir et un hommage à toutes celles qui n'ont pas eu sa force ou sa chance. Elle nous murmure que la gloire ne vaut rien si elle exige que l'on se renie. Elle nous enseigne que dire non est parfois l'acte d'amour le plus grand que l'on puisse se faire à soi-même. Sophie Marceau n'est plus la fiancée de personne. Elle s'appartient totalement et irrévocablement. Et c'est peut-être là son plus beau rôle, celui d'une femme qui a traversé le feu pour récupérer sa propre voie. Alors, la prochaine fois que vous verrez son visage illuminer l'écran, ne voyez pas seulement la star glamour, voyez la survivante, voyez celle qui a osé dire la vérité quand le monde préférait le mensonge confortable, car au crépuscule d'une carrière légendaire, ce qui reste, ce n'est pas le box-office, c'est la dignité. Et ça, c'est une chose que personne, absolument personne, n'a jamais réussi à lui prendre, ni Gérard, ni Maurice, ni Gaumont. Merci de nous avoir écoutés sur Icône et Silence. N'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres vérités cachées derrière les légendes. Derrière chaque image, il y a une histoire qui attend d'être entendue. À bientôt.